Réincarné en noble pathétique, bonarien, avec une compétence minable, il fut jeté à la campagne. Il éveilla la compétence de production ultime, créa son empire et un harem de belles servantes et waifus. Sa vie passée était très ordinaire. Il travaillait comme une machine au bureau, y passant presque tout son temps, ne rentrant que pour dormir. Mais un jour, tout change quand il se réveille soudain dans un autre monde, en enfant de 2 ans. Au début, Van ne comprend rien. Son corps est petit, ses mains sont celles d'un bambin, et la pièce lui est inconnue. Il court vers la fenêtre, choqué par ce qu'il voit dehors. Au lieu de bâtiments modernes, une immense cité médiévale avec un château au loin. Pendant qu'il contemple la vue, sa servante Till accourt, craignant qu'il ne tombe. Elle l'éloigne de la fenêtre et le prévient. Van dit qu'il est émerveillé par le paysage. Till est stupéfaite, un enfant de 2 ans ne devrait pas parler si clairement. Bientôt, Van se souvient de fragments de sa nouvelle identité. Son nom est Firtio Vanne, son père Jalpa Palati, et il a 3 frères aînés. Till n'en revient pas de son intelligence pour son âge. Au petit déjeuner, les servantes entourent Van et le nourrissent, le trouvant mignon. Van apprécie l'attention, même si mentalement il est un adulte de son ancienne vie. Puis son père demande à ses fils ce qu'ils comptent étudier. Les frères de Van donnent des réponses normales, mais à son tour, il veut commencer par les bases, histoire et culture. Sa réponse mature choque tout le monde. Jalpa rit et croit son plus jeune fils doué, surtout que leur famille est connue pour sa puissante magie de feu. Van apprend que la magie de ce monde a différents attributs. Les nobles respectent le feu, l'eau, le vent et la terre, car ils sont puissants au combat. Les autres magies sont de basse classe ou honteuses. Ses frères ayant une magie élémentaire respectée, on attend la même de Van. Plus tard, Till lui enseigne le monde. Elle parle de différentes races, elfes, nains et autres. Van découvre aussi les cristaux et pierres magiques qui stockent le mana et aident à créer des outils. Puis le strict majordome Espada apparaît avec des livres et décide de tester Van. Van dit qu'il ne sait pas encore bien lire, mais connaît les maths. Espada pose une question simple, Van répond aussitôt. Impressionné, Espada prend personnellement en charge son éducation. La vie paisible de Van s'achève. Espada le fait étudier du matin au soir. L'entraînement est rude mais efficace. Van apprend à lire et écrire en quelques semaines. À 4 ans, il commence l'entraînement à l'épée. Son premier adversaire est Till. Elle esquive tout ce qu'il lui lance. Van ne peut pas la toucher. Till le taquine, mais les autres servantes, jugeant cela un manque de respect, réclament punition. Van ne veut pas la blesser, il lui donne une pichenette sur le front, trouvant ça juste. Après 1 an d'épée, Van bat des élèves plus âgés. Son corps est jeune, mais son esprit est adulte. Il comprend mieux les attaques que les enfants. On l'appelle un génie et on le respecte car il traite bien les subalternes. Un jour, le commandant adjoint des chevaliers examine les mains d'Euve. Elles sont trop lisses pour un tel talent. Van explique que les études lui prennent tout son temps. Il révèle alors que Jalfa a secrètement ordonné à Espada de tripler la difficulté de ses leçons. Van est choqué, mais il comprend pourquoi ses journées sont si épuisantes. Le commandant lui propose de l'entraîner personnellement, disant qu'il pourrait devenir un épéiste incroyable. Van choisit de continuer études et entraînement à l'épée. La promesse de ne pas être trop dur est un mensonge. Son entraînement est aussi douloureux que les leçons d'Espada. À 6 ans, Van est déjà célèbre comme un enfant génie. Sa vie n'est que livre et épée, il commence à se sentir épuisé. Voulant prendre l'air, il demande à Till de l'emmener. Elle le conduit au marché avec 2 chevaliers. Van est ravi des boutiques et de la foule. Il remarque un grand bâtiment. Till explique qu'il appartient à la Chambre de commerce joyeuse, une entreprise nationale. Puis Van voit quelque chose de troublant. Un homme traîne un garçon sale et blessé. L'homme parle rudement à Van. Les chevaliers l'attaquent presque pour l'insulte, mais Van les arrête. Il demande ce qui se passe. L'homme vend son fils comme esclave, Van est horrifié. Till explique que les familles pauvres vendent parfois leurs enfants par besoin d'argent. Rosalie, de la chambre de commerce joyeuse, apparaît et salue Van, le reconnaissant. Van demande le prix du garçon aux cheveux bleus. Rosalie vérifie avec le père. Le garçon n'a qu'une magie de vol. Elle dit qu'il vaut 3 grandes pièces d'argent. Le père, furieux, le frappe pour sa faible valeur. Avant qu'il ne l'emmène, Van offre 5 grandes pièces d'argent. L'homme accepte. Van aide le garçon à se relever et lui demande son nom. Le garçon dit s'appeler Calme. Van lui dit qu'il est libre mais Calme n'a nulle part où aller. Van décide de le ramener. Les chevaliers expliquent que Calme ne peut entrer au manoir que s'il est enregistré comme esclave de Van. Van déteste cette idée, pensant comme un homme moderne. Mais Calme l'accepte. Rosalie effectue le sort de contrat marquant sa main. Dès lors, Calme devient le fidèle serviteur de Van. Plus tard, Calme prévient Van que Dee le cherche. Van lui donne un biscuit et lui demande de mentir. Mais Calme dit que Dee sait déjà qu'il est là. Van lui dit d'inventer une excuse. Il remarque que Calme ne porte pas les gants. Calme dit vouloir la marque d'esclave visible, prouvant qu'il sert Van. Mais quand Van dit qu'il voulait qu'il porte les gants, Calme accepte aussitôt. Quand Dee arrive, Calme essaie de couvrir Van. Dee sait qu'il ment mais respecte sa loyauté. Au lieu de traîner Van, il décide d'entraîner Calme. 2 ans passent, Van a 8 ans. C'est l'heure de son évaluation magique. Tous s'attendent à un pouvoir puissant. Jalpa est sûr que Van aura la magie du feu, comme lui et sa mère. Mais le résultat est la magie de production. Chez les nobles, elle est jugée inutile. Elle crée des objets à partir de matériaux et d'imagination.
Mais les nobles y voient de l'artisanat, pas un vrai pouvoir. Jalpa est dégoûté et furieux, il n'accepte pas que son fils ait une magie si faible. De colère, Jalpa tire son épée et manque d'attaquer Van. Van se fiche de peur. Avant qu'il n'agisse, son frère aîné Mercia intervient et le sauve en suggérant une autre option. Mercia suggère d'envoyer Van dans un village pauvre et sous-développé de leur territoire. Il n'y a qu'une centaine d'habitants. Des montagnes dangereuses, les terres d'un autre noble et le royaume rival au-delà. Jalpa accepte. Ça lui permet de se débarrasser de Van tout en l'utilisant. Ensuite, Mercia s'excuse. Il dit à Van que le village est rude, mais c'était le seul moyen d'empêcher leur père de le tuer. Van le remercie et Mercia promet de l'aider au mieux. Van se prépare à partir. Till est furieuse que Jalpa l'éloigne, mais Van voit ça autrement. Le village pourrait enfin lui offrir sa liberté. Jalpa refuse d'envoyer des chevaliers. Mercia engage des aventuriers. Van ne peut prendre que Kang, mais Mercia s'assure que Till vienne aussi. Puis Di apparaît, disant qu'il les rejoint car la formation de Van est inachevée. Van dit que les chevaliers sont interdits, mais Di prétend n'avoir jamais entendu cet ordre et amène 2 chevaliers. Espada arrive aussi, disant qu'il a pris sa retraite anticipée et continuera d'enseigner à Van. Au départ de la calèche, Van pense que ce sera discret. Mais dehors, toute la ville s'est rassemblée pour dire au revoir. Les chevaliers tiennent des bannières annonçant le départ de Van, car ils l'ont ordonné. Mais Di dort, personne ne peut l'arrêter. Van est gêné, mais promet de revenir un jour. Sur la route, Van teste sa magie de production, transformant une brindille en épée. Till et Calm sont stupéfaits. Van veut comprendre l'utilité réelle de sa magie. Près du village, Van dit à Calm qu'il peut retourner au manoir si la vie est trop dure. Il propose même d'annuler le contrat d'esclave. Calm refuse et dit qu'il restera avec Van jusqu'au bout. Van est touché par cette loyauté. Soudain, la calèche s'arrête. Un chevalier signale que le village est attaqué par des bandits. Van rassemble vite tout le monde. Environ 50 bandits attaquent. Le mur du village tient mais les flèches atteignent l'intérieur. Van veut se battre mais Orto, le chef des aventuriers, refuse. Son rôle est d'escorter Van, pas de bataille risquée. Le plan est de se battre avec les chevaliers pendant que les aventuriers protègent Van. Espada juge le plan téméraire et révèle sa magie élémentaire. Il suggère un mur pour que les aventuriers attaquent à couvert pendant que les chevaliers frappent sur les côtés. Espada veut être le leur, mais Van refuse. Il ne veut pas qu'Espada, Di, Till, Calm ou quiconque de ses proches meure. Puisqu'il a besoin d'eux pour le village, il décide d'être l'appât. Tous s'y opposent. Till et Calm veulent prendre sa place, mais Van refuse. Il dit qu'un noble doit protéger son peuple, même au péril de sa vie. Ces mots font changer d'avis Orto. Au début, il pensait que Van n'était qu'un enfant noble gâté, mais il voit qu'il est sérieux. Orto et ses compagnons acceptent. Espada crée un mur de terre. Les aventuriers tirent à couvert Di. Les chevaliers et le groupe d'Orto attaquent sur les côtés. Les bandits paniquent. La force de Di les terrifie, beaucoup s'enfuient. Le chef charge vers le mur, mais Van intervient et le distrait. Il se glisse derrière l'homme et lui coupe les genoux. Calm enchaîne avec une attaque puissante et l'achève. Les bandits sont capturés, l'équipe de Van gagne sans perte. Ensuite, Orto s'intéresse à Van. Des aventuriers partent, le village n'ayant pas d'argent, mais Orto et ses proches restent. Ils croient que Van a un bel avenir et veulent le soutenir. Till réprimande Van pour avoir risqué sa vie et lui dit de ne plus faire ça. En entrant, Van voit le village pauvre et délabré. Le chef le remercie de les avoir sauvés. Van demande si les attaques sont fréquentes. Le chef dit qu'ils ont été attaqués souvent cette année. Avant de rejoindre les terres Furtio, des chevaliers patrouillaient. Depuis, personne ne les protège. Van s'excuse, son père ne comprend pas l'importance des petits villages. Les villageois sont en colère, pensant que les nobles ne se soucient que des lieux à grosses taxes. Van leur dit que la colère ne résoudra rien. Il leur faut un plan. Créer de la valeur, gagner de l'argent pour une protection ou reconstruire le village. Un villageois dit qu'ils n'ont rien. Van répond qu'ils l'ont et qu'il les protégera en tant que seigneur. D'abord, les villageois doutent, il n'est qu'un enfant. Mais quand Espada et Di se présentent comme anciens majordomes et commandants adjoints, ils sont plus confiants. Le chef demande si Van a une puissante magie élémentaire. Van dit n'avoir que la magie de production, pas de mage de combat. Les villageois semblent déçus, ce qui le blesse un peu. Quelqu'un demande pour les taxes. Ils paient 30% et survivent à peine. Van les réduit à 10% jusqu'à ce que le village se rétablisse. Cela rend les villageois plus attachés à lui. Van se concentre sur la défense. Espada explique que son mur de terre est temporaire, donc il faudra un vrai mur plus tard. Espada crée une barrière autour du village. Van dit qu'il faut des pièges pour ralentir les attaquants, 10 en charge. Plus tard, Van teste sa magie de production en forêt. Il prend du bois, en brise la structure en fils minuscules pour former un cube ultra résistant. Elle l'appelle un nanocube. Orto tente de le couper, mais même son coup puissant ne laisse aucune marque. Van expérimente, créant armes et outils. Il fait un katana pour Calm et une hache pour Till, qui n'aime pas son design effrayant. Le soir, Van s'assied près du feu épuisé par le voyage et la bataille. Il réalise que tous ont besoin de conditions de vie décentes avant de reconstruire le village. Le lendemain, il utilise ses cubes pour créer une maison. Il forme piliers, murs, pièces, portes, fenêtres, un toit. En un instant, un manoir entier se dresse devant eux. Les villageois sont sans voix. Van est juste soulagé d'avoir enfin un vrai chez-soi, tous.
dans le village reste là sous le choc, fixant le manoir de Van comme s'il ne pouvait y croire. Till dit que la magie de production de Van serait meilleure pour diriger un territoire que la magie élémentaire. Van reste modeste, disant que la magie d'attaque est plus respectée, les nobles devant protéger au combat. Il pense que les gens se sentiraient plus en sécurité avec un lanceur de boules de feu qu'un constructeur magique. Mais Till et Cam ne sont pas d'accord. Ils préféreraient vivre dans une ville bâtie par lui plutôt que sous le règne de son père. Van pense qu'ils disent ça par affection, mais Espada est d'accord. Il explique qu'en guerre on dépend des nobles à la magie de combat puissante. Mais en paix, le pouvoir de Van est bien plus utile pour améliorer la vie. Dee, Orto et les autres sont d'accord. Ils sont stupéfaits qu'il ait bâti une maison entière si vite. Van leur dit que s'il ramasse assez de bois, il peut aussi leur faire des maisons. Cela motive Dee et Orto qui se précipitent pour en ramasser, voulant leur maison d'abord. Le chef du village demande nerveusement si Van peut aussi aider les villageois. Beaucoup expliquent que leurs maisons sont vieilles, endommagées, à peine sûres. Van réalise que tout réparer sera épuisant, mais il ne peut les ignorer. Comme les maisons sont sur le point de s'effondrer, il accepte de les reconstruire s'ils apportent les matériaux. Tout le monde est excité. Bientôt, Van crée un quartier entier pour les villageois. Les gens sont à nouveau stupéfaits, non seulement par son mana, mais parce qu'il sait organiser une ville. Van explique avoir utilisé un plan en grille avec de larges routes, regroupant les maisons uniformément pour éviter les disputes. Pour l'instant, toutes se ressemblent, mais il les améliorera avec des matériaux plus solides. Les villageois, très reconnaissants, lui offrent leur maigre récolte. Après, Van construit un bain public près de son manoir, voulant se baigner chaque jour. Les villageois sont curieux. Till et Plurial l'invitent, mais Van panique et refuse, disant que son esprit n'est pas aussi jeune que son apparence. Les filles utilisent le bain en premier. En se relaxant, Plurial dit que Van est différent des autres nobles. Gentil, intelligent, facile à respecter. Till se vante joyeusement de son incroyable maître. Plus tard, Van et Cam entrent dans le bain. Van remarque que Cam est plus musclé grâce à l'entraînement avec Day. Puis Dee et les chevaliers arrivent, et Dee, obsédé par la gym, balance sa lourde épée dans le bain. Après une longue journée, Van se repose. Le lendemain, il découvre que les chevaliers ont déjà creusé une tranchée défensive autour du village. Van dit qu'il faut y mettre de l'eau pour plus d'efficacité. Le village ayant aussi besoin d'eau pour boire, cultiver et se baigner, ils décident que leur prochain objectif est de créer un approvisionnement stable. Van examine une source d'eau. Espada utilise la magie pour creuser un canal, tandis que Calm et les autres l'élargissent. Van suit et renforce les parois du canal avec sa magie de production pour éviter les fuites. Il pense que le projet prendra une semaine, mais ils travaillent si dur qu'à la fin de la journée, ils ont déjà fait la moitié. Van leur dit d'arrêter car la plupart sont épuisés. Dee veut continuer, mais Van lui rappelle que tout le monde n'a pas son endurance de monstre. Le canal est fini le lendemain. Quand Espada ouvre le passage et que l'eau coule vers le village, tout le monde applaudit. Les villageois sont stupéfaits de ne plus avoir à marcher loin pour chercher de l'eau. Van craint les inondations du canal, il décide donc de créer un lac derrière le village. Espada note qu'il stockera aussi l'eau en saison sèche. Bientôt, Van et les autres construisent le lac, et les villageois sont fous de joie. Le chef remercie Van, cela change la vie de tous. Quelques jours plus tard, Van renforce le mur du village en mélangeant pierre et boue, transformant le tout en béton avec sa magie. Tous pensent le village sûr, mais Van veut des défenses plus solides. Il installe des balistes sur le mur et ajoute des boucliers pour que les défenseurs puissent attaquer sans être touchés. Van appelle ça des défenses de base, mais tout le monde les trouve incroyables. Espada dit que ce n'est plus un village, ça ressemble à une forteresse. Dee dit que si Jalpa savait ce que Van peut faire, il ne l'aurait jamais rejeté. Espada n'est pas d'accord, Jalpa ne respecte que la puissance de combat et ne valoriserait pas son talent. Dee soutient que le pouvoir de Van suffit à protéger, mais Espada dit qu'il n'est pas utile pour conquérir. Leur débat devient sérieux, alors Van les arrête. Il dit qu'argumenter sur le talent est inutile. Ils devraient se concentrer à améliorer la vie avec ce qu'ils ont. Plus tard, Van déjeune, mais Till dit qu'il manque d'ingrédients. Espada explique que la défense est importante, mais le village a aussi besoin de revenus. Ils ont peu de contacts et les marchands ne viennent qu'une fois par mois. Van pense qu'ils peuvent vivre de légumes et de ce qu'il fait, mais Espada lui rappelle le manque d'assaisonnement et d'ingrédients pour les primas. Sucreries que Van aime, ça capte son attention. Van demande des idées pour gagner de l'argent. Calm suggère les nanocubes, mais Van refuse. Seul lui peut les produire. Till suggère la chasse aux monstres, mais Van dit que seuls les combattants entraînés peuvent le faire sans danger. Espada dit que le village n'a rien de spécial, alors Van réfléchit. Plus tard, Van rencontre un ami aventurier d'Orto qui dit que Calm et Till ont refusé de tester leurs armes pour ne pas les abîmer. Van les gronde, disant que les armes sont faites pour être utilisées. L'aventurier offre son solide bouclier en cuir d'orc. Calm le frappe légèrement avec son katana en bois, ça semble faible. Puis, une partie du bouclier tombe au sol. Tout réalise que l'épée en bois de Van est incroyablement tranchante. Van répare vite le bouclier avec sa magie, puis Orto arrive avec une charrette pleine de minerais des montagnes. Il a fer, cuivre, argent, or et même du mithril rare. Van est choqué.
Orto explique que les montagnes regorgent de ressources, mais personne ne les a explorées car la zone est trop isolée. Van transforme le minerai de fer en nanomatériaux et fabrique des épées pour les aventuriers. Les armes sont belles, tranchantes et solides. Pluriel dit qu'elles se vendraient cher. Van se demande si celles en mithril seraient plus précieuses. Espada examine le mithril et prévient que le trouver si près de la forêt pourrait indiquer un donjon. Si un donjon est découvert, des milliers de personnes afflueraient au village. Ça aiderait l'économie, mais Van sait que le village n'est pas prêt. Pire, son père ou des nobles voisins pourraient vouloir contrôler la zone. Van demande de garder le secret jusqu'à ce que le village soit plus fort. Orto et son équipe acceptent. Peu après, Van améliore le village avec de meilleurs matériaux. Un villageois arrive en criant que des monstres lézards blindés approchent. Van ordonne à tous d'entrer et ferme la porte. Les villageois sont terrifiés, mais Van les encourage à se battre. Calm rapporte que le groupe d'Orto est à la chasse, donc Van doit diriger. S'il s'inquiète qu'il aille au mur, alors Van reste en bas et Day rapporte la situation d'en haut. Il voit environ 40 lézards blindés géants. Ces monstres sont énormes et très difficiles à tuer, même pour des chevaliers. Van ordonne de tirer les flèches de baliste en fer. Da lui fait confiance, bien que les chevaliers doutent que des armes normales percent un lézard. La première volée touche, les flèches font d'énormes trous. 10 tombent aussitôt. Tous sont stupéfaits par les armes de Van. Ils tirent mais manquent de flèches en fer. Van se souvient que l'épée en bois de Calme a coupé le bouclier et leur dit d'utiliser des flèches en bois. Les chevaliers pensent que c'est impossible, mais Dee les fait taire et suit l'ordre de Van. Les flèches en bois perçant assez pour tuer les monstres. Après plusieurs volées, le village anéanti la meute sans perdre personne. Les villageois célèbrent. Le groupe d'Orto revient et aide à traiter les monstres. Ils gardent yeux, crocs, peaux et noyaux magiques pour la vente, la viande pour la nourriture. Grâce au couteau de Van, le travail va plus vite. Cette nuit-là, le village organise un grand festin de viande. Orto dit à Van qu'un lézard blindé peut se vendre cher, mais Espada explique que si le village gagne plus de 100 pièces d'or, la moitié va au Marcus en taxes. Van est anéanti, craignant que son père ne remarque la valeur du village. Espada suggère de rapporter la victoire via Mercia plutôt que Jalpa, pour que Van reste caché. Le lendemain, 2 marchands arrivent, choqués par le village forteresse. Bel et Rango, de la chambre de commerce joyeuse, se présente. Dans l'entrepôt, ils sont émerveillés par les matériaux. Ils acceptent tout acheter, mais demandent 1 mois pour l'évaluation et le transport. Van leur montre aussi des armes à vendre. Les frères sont impressionnés et acceptent son prix. Van réalise qu'il pourrait vouloir garder là secret. Alors il propose une meilleure idée, ouvrir un magasin au village. Ils acceptent et Van leur construit aussitôt un magasin parfait. Bientôt Van reçoit des visiteurs inattendus. Une noble de son âge, Harp, et sa gardienne Mira, une puissante chevalière. Espada donne à Van le devoir de concevoir une ville pour 10 000 habitants. Van choisit un plan de forteresse en étoile, plus difficile à percer. Mira explique qu'elle vient du comté voisin de Fernando pour juger Van. Leur comte craint que Jalpa ne l'ait envoyé bâtir une base militaire pour les menacer. Van explique honnêtement n'être pas là pour conquérir. Il fut exilé pour sa magie de production non élémentaire. Mira n'y croit pas, le village s'étant développé trop vite. Van lui fait une démonstration. Espada crée un mur de terre, Van le transforme en béton, puis ajoute un portail en bois. Mira et Art sont stupéfaites. Puis Mira révèle sa deuxième raison. Elle doit offrir Art comme fiancé de Van pour éviter un conflit. Van dit que le mariage est inutile. Il veut juste une vie paisible. Mais après avoir vu Van, Mira soutient l'idée. Art, timide, dit qu'il semble gentil mais n'a pas encore décidé. Van lui dit de prendre son temps. Comme elle reste pour la nuit, Van leur construit une auberge. Au dîner, Van apprend qu'Ar aime les fleurs et les poupées. Espada suggère qu'Ar manque peut-être de magie élémentaire, expliquant pourquoi sa famille l'a envoyé. Van réalise qu'elle a pu être rejetée comme lui. Il décide qu'elle peut rester au village même sans fiançailles. Le lendemain, Chill et Calme réveille Van et l'emmène au lac qu'il a créé. Les villageois l'ont nommé Lac Van, ce qui le rend nerveux. Au lac, il trouve une sirène cachée. Elle ne répond pas avant que Van n'offre de la viande rôtie. Après avoir mangé, elle réalise que c'est de la viande de lézard blindé et demande qui les a vaincus. Tout le monde désigne Van. La sirène disparaît mais le lendemain tout son clan arrive. Leur chef remercie Van d'avoir aidé sa fille et demande s'il a vraiment vaincu les lézards. Van dit que c'était un effort d'équipe mais tout le monde ignore cette partie. Le chef sirène le nomme héros et offre sa fille Lada comme future épouse. Van refuse car Lada est encore une enfant et devrait choisir son avenir plus tard. Le chef sirène explique que des lézards blindés avaient envahi leur foyer et tué beaucoup des leurs. Van dit qu'il les aidera sans mariage. Il permet aux sirènes de vivre dans le lac et leur construit des maisons flottantes. Elles aident aussi au système d'eau et d'égout du village, étant douées avec l'eau. Puis Art et Mira arrivent et comprennent tout de travers quand le chef sirène appelle Van son gendre. Lada clame aussi fièrement Van comme son mari, rendant la situation encore plus compliquée. Van essaie de clarifier plus tard lors d'une promenade en bateau avec Art, mais Lada devient jalouse et les enfants sirènes le taquinent en l'appelant Seigneur Viande. Finalement, le chef sirène défie le peuple de Van à une compétition en 3 parties. Si les sirènes gagnent, Van doit accepter Lada comme future épouse.
Dee accepte avant que Van ne puisse refuser. Pour la première épreuve, Van choisit le water polo afin que les deux côtés soient également peu familiers. Mira et Teal jouent pour l'équipe de Van, tandis que Ladza et son père jouent pour les sirènes. Les sirènes gagnent le premier tour. La deuxième épreuve est un relais de natation. Van pense qu'ils sont perdus, mais Dee surprend tout le monde en nageant incroyablement vite avec un papillon et gagne la course. Pour l'épreuve finale, Van crée de la glace pilée et choisit un concours de mangeurs. Art le rejoint. Malgré les maux de tête glacés, Van et Art persévèrent et gagnent. Van croit le mariage réglé, mais le chef sirène le juge toujours digne de Lotta, le laissant perplexe. Art observe Van entouré de gens qu'il aime. Elle se souvient de son enfance solitaire. Son père était toujours occupé. Sa mère l'ignorait. Sa magie des marionnettes, jugée effrayante et indigne, la faisait mépriser. À 10 ans, elle fut envoyée épouser le seigneur d'un village sans nom. Mais Van n'est pas ce qu'elle attendait. Malgré sa magie inutile, il est confiant, gentil et aimé de tous. Le voir inspire Art à pratiquer sa magie des marionnettes, espérant être accepté un jour. Le lendemain, Van rassemble les villageois pour des travaux, les motivant avec un barbecue. Art vient l'observer, voulant apprendre de lui et lui ressembler. Quand Van finit son projet de rêve, tout le village est sans voix. En 2 semaines, il a bâti un mur de forteresse massif en étoile, la défense qu'il imaginait pour sa ville. Art ne peut croire qu'une chose si énorme et solide ait été faite si vite. Van ne s'en attribue pas le mérite. Il dit que tout le monde a aidé, ce n'était pas son seul exploit. Mera est impressionnée par son talent, tandis que Van est très distrait par elle. Quand elle le remarque, Van change vite de sujet et explique son plan. Avec l'arrivée de plus de gens, il veut construire maisons, magasins et installations pour que le lieu devienne une vraie ville. Mera admet être jalouse, ayant toujours voulu sa propre terre à gouverner. Elle croit qu'avec assez de gloire, elle pourrait un jour obtenir son territoire. Mera remarque l'énorme baliste sur le mur. Van explique que c'est une version améliorée de son modèle. Elle tire 2 carreaux d'affilée avec plus de puissance. Mera ne veut pas de leçon, alors Van demande à Calm de la tester. Calm tire. Le carreau vole loin, s'écrasant au sol dans une explosion de poussière. Silence général. Van est satisfait. Avec une centaine de ses armes, son territoire serait plus sûr. Mera demande aussitôt à en acheter une. V refuse, disant que ce n'est pas à vendre. Mais Mera lui offre n'importe quelle faveur en échange, ce qui fait reconsidérer Van. Il dit qu'il l'utilisera plus tard. Mera dit qu'elle peut apporter une calèche pour la baliste et faire les carreaux. Calm la prévient qu'elle devrait prendre les carreaux de Van. Pour le prouver, il lui montre l'épée que Van a faite pour lui. Mera ne voit rien de spécial, alors Calm demande une arme à casser. Elle lui donne une vieille épée de rechange, très durable. Calm frappe. Mera pense que rien ne s'est passé, puis la moitié supérieure de son épée glisse. Elle est stupéfaite. Calm explique que son épée est en fer ordinaire, mais comme Van l'a créée, elle a une force folle. Van ajoute que les carreaux de baliste sont faits pareil, et perçant les lézards blindés. Mera veut aussi des carreaux de Van. Des cris lointains les interrompent. Orto et son groupe courent vers la forteresse, paniqués. Ils crient de fuir, une chose terrifiante les poursuit. Un dragon géant surgit de la forêt. Tout le monde se fige. Orto dit à Van de fuir avec les villageois, son groupe distraira le dragon. Van hésite, veut aider, mais les villageois sont terrifiés. Mera intervient, il faut se battre. Si Orto tombe, le dragon attaquera le village. Van suit son conseil. Il ordonne au groupe d'Orto de courir vers la porte pour que les balistes visent le dragon. Mera prend le commandement sur le mur, ordonne de préparer les armes et de mettre Art en sécurité. Avant qu'Art ne parte, Van s'excuse de l'entraîner dans ce danger. Il explique que c'est un dragon de niveau moyen, bien plus fort que tout ce qu'ils ont affronté. Mais il la rassure, avec Mira, la forteresse et leurs armes, ils ont une chance. Art lui souhaite bonne chance. Van dit ensuite à Teal de ramener Art et d'appeler Dee et ses chevaliers. Pendant ce temps, le groupe d'Orto fonce vers la porte. Van ordonne à tous de viser d'abord les ailes du dragon, pour qu'il ne puisse pas voler. Un homme d'Orto trébuche, le dragon manque de l'attraper. Sarah, la grande aventurière, tente d'attirer l'attention du dragon en frappant son bouclier et en lançant un poignard. Ça marche, mais maintenant le dragon la poursuit. Van dit aux villageois de tirer, mais le dragon esquive les carreaux. Leur situation est pire que prévu. Alors Mera s'avance et se prépare à arrêter le monstre elle-même. Van réalise qu'elle n'est pas seulement forte, c'est une mage élémentaire de haut niveau. Mera crée une puissante boule de feu et la lance sur le dragon. L'attaque frappe fort et projette le dragon au sol, choquant tout le monde. Mais le dragon se relève, plus en colère qu'avant. Van ordonne une autre volée dès qu'il s'envole. La plupart des carreaux ratent, mais certains endommagent ses ailes, le forçant à rester au sol. Van pense que cela facilitera les choses, mais le dragon est toujours rapide même sans voler. Il charge la forteresse et esquive les tirs suivants. Le groupe d'Orto entre enfin et Van ordonne de fermer la porte. Le dragon fonce alors droit sur lui, mais Mera attaque de nouveau avec un javelot de feu. Le dragon esquive, mais Mera dévie l'attaque qui le frappe par derrière. L'explosion le met à terre de nouveau, mais ne le tue toujours pas. Mera dit à Van qu'ils doivent se replier à l'intérieur et se préparer à un combat plus difficile. Alors que les ailes brûlées du dragon se désagrègent, il saute sur le mur de la forteresse et écrase une baliste. Van ne comprend pas comment il a encore tant de force. Puis Espada s'approche calmement. Van lui dit de revenir, mais Espada demande la permission de retenir le dragon.
Il soulève une vague de pierres géantes au-dessus du monstre et la fait tomber, enterrant le dragon sous les décombres. Puis il revient tranquillement, disant que cela devrait leur faire gagner du temps. Van lui dit de courir, mais Espada répond qu'il est trop vieux pour ça. Calm reste près de lui. Van recule, réalisant qu'il faut achever le dragon avant qu'il ne récupère. Il voit Mira sur le mur du village et décide de lui demander la faveur qu'elle lui doit. Il lui demande d'immobiliser le dragon au village, pendant que les autres attaquent avec les vieilles balistes. Mira accepte. Dee arrive avec ses hommes. Ils chargent le dragon, disant qu'ils peuvent le vaincre avec l'équipement de Van. Dee attaque à l'épée, mais le dragon le bloque et frappe de sa queue. Les chevaliers sont repoussés. Espada crée un mur de terre pour ralentir le dragon, donnant à Dee et aux autres le temps de reculer. Le dragon se libère, Van donne l'ordre. Mira lance sa plus forte boule de feu, créant une explosion. Le dragon hurle, Van ordonne aux villageois de tirer. Une pluie de carreaux s'abat sur le dragon et le fait tomber. Dee s'approche pour achever la bête, mais il est toujours vivant. Il se jette sur lui avec ses dernières forces. Da esquive et lui coupe la tête d'un coup. Van annonce leur victoire et le village exulte. Hart et Teal se précipitent pour le voir. Mira félicite Van d'avoir vaincu un dragon. Van dit que ce fut une bataille serrée. Mira lui rappelle que la plupart des villages auraient été détruits. Ce village a survécu grâce à Dee et Espada et surtout car Van a fabriqué des armes capables de percer les écailles. Van n'est toujours pas satisfait. Au lieu de se reposer, il pense à améliorer les balistes pour qu'elles tirent 10 coups d'affilée. Mira dit qu'il faut une cérémonie de chasse au dragon. Vaincre un dragon est un exploit majeur et Dee mérite le titre de chasseur de dragon car il a porté le coup fatal. Pendant la cérémonie, Mira félicite Dee pour avoir décapité le dragon, Espada pour l'avoir contrôlé par magie, et Van pour les armes de la victoire. En parlant, Mira pense à son passé. Né chevalier, sa magie du feu découverte, sa famille l'a vendue à la maison noble la plus offrante. Elle s'est entraînée dur, est devenue commandante à 16 ans, et a gagné un titre noble. Plus tard, le comte Ferdinando lui a ordonné d'escorter Hart auprès de Van. Mira pensait la mission inutile, mais le comte insista. En chemin, Hart craignait d'être jeté car inutile. Mira comprenait sa douleur, ayant été envoyée loin jeune elle aussi. Au début, elle prévoyait de rejeter Van s'il était décevant, mais après l'avoir vu, elle réalise qu'Hart a peut-être trouvé quelqu'un de spécial. Mira déclare publiquement vouloir une alliance avec Van. Elle explique que sans soutien de son père, cette alliance le protégera. Cela empêchera le comte Fernando de le menacer. Van sait que c'est trop utile, il accepte. Le lendemain, Van parle avec Espada de l'avenir du village. Espada dit que la forteresse a fait ses preuves contre le dragon. Van doit se concentrer sur l'urbanisme. Pour 10 000 personnes, il faut plus de résidents. Teal annonce le retour de Bel et Rango avec des marchands. Van décide de vendre les matériaux du dragon en premier. À l'entrepôt, les frères marchands estiment que les parties du dragon forestier pourraient valoir environ 100 pièces platine car elles sont en excellent état. Les marchands seniors essaient de tromper Van en offrant que 60 pièces. Van les entend. Il pousse Bel et Rango à mentir, pensant qu'il n'a pas d'autres acheteurs. Les frères refusent de le tromper, disant qu'une affaire honnête est plus rentable. Les marchands aînés s'énervent et menacent de les exclure de la chambre de commerce joyeuse. Van demande s'ils perdront leur poste. Ils admettent que oui. Van leur suggère de créer leur propre compagnie. Les frères paniquent, frais, magasins, soutien noble. Van va voir Mira, qui accepte aussitôt de les parrainer. Van prévient des problèmes avec le groupe commercial, mais Mira s'en fiche. Elle veut que son nom soit lié aux marchands honnêtes. Van lui suggère de s'attribuer le mérite du dragon, mais Mira explique que ça sera enquêté. Ils découvriront que Van et Dee étaient impliqués. Elle dit que pour protéger son territoire, Van a besoin d'un titre. Fils d'Amarcus ayant vaincu un dragon, il a le mérite d'être baron. Van déteste l'attention, mais Mira lui dit que c'est la seule solution. Ensuite, Van dit à Bel et Rango que Mira les soutiendra. Ils sont fous de joie et achètent les matériaux du dragon pour 130 pièces de platine. Mais ils réalisent que les marchands aînés ont pris les chariots, les empêchant de déplacer les marchandises. Van résout ça en construisant un nouveau chariot, tandis que Mira leur prête de puissants chevaux de guerre. Les marchands aînés pensent que les frères sont impuissants, mais le chariot de Mira les dépasse. Ils réalisent vite que Bel et Rango vont créer leur propre compagnie avec le soutien d'un noble. Mira atteint ensuite la capitale royale et rencontre le roi Dino. Le roi demande si elle veut une autre promotion, mais Mira dit qu'elle est là pour demander un titre pour un ami. Elle explique que Van, le plus jeune fils du marquis Furtio, a transformé un village isolé en forteresse et a aidé à vaincre un dragon de la forêt à seulement 8 ans. La cour est choquée. Le roi demande si Van est un mage élémentaire et Mera dit qu'il n'a que de la magie de production. Comme l'histoire semble incroyable, elle présente une dent de dragon comme preuve et invite le roi à visiter le village de Van lui-même. Le roi s'intéresse et accorde à Van le titre de baron. De retour au village, Van continue de rénover des maisons et d'ajouter de nouveaux bâtiments. Il crée aussi 2 hautes tours de guet à l'extérieur de la colonie. Du haut, Espada dit qu'il devrait arrêter d'appeler l'endroit un village et commencer à l'appeler une ville. Il suggère Van Town, ce qui agace Van car il ne veut pas que tout porte son nom. Il déguste un gâteau fait par Teal avec des ingrédients disponibles grâce à la nouvelle boutique. Puis Cam aperçoit des gens à la porte.
Van va vérifier et trouve des réfugiés sales et affamés demandant le village de Seto, l'ancien nom officieux de la colonie. Ils expliquent venir d'un village voisin du comté de Ferdinando. Leurs impôts sont trop élevés et leurs jeunes ont été enrôlés. Ils ont entendu dire que le village de Van avait vite changé et sont venus chercher de l'aide. Van hésite car ils viennent d'un territoire voisin, mais il ne peut les abandonner. Il propose de les accepter comme citoyens. Le chef du groupe dit qu'ils n'ont pas d'argent pour les impôts, mais Van leur dit de ne pas s'inquiéter. Il leur fournira des maisons et de la nourriture. Quand Van apprend que leur village compte 300 personnes et 10 vaches, il est excité car les vaches signifient des produits laitiers. Il envoie le groupe d'Orto les escorter. À l'arrivée des réfugiés, Van les accueille avec un barbecue. Il pleure en mangeant car il n'avait pas eu de si bonne nourriture depuis longtemps. Puis il demande du travail, craignant d'être inutile. Van leur dit qu'ils peuvent aider dans les boutiques et aux champs. Le chef les accueille, disant que Van a amélioré leur vie et qu'ils veulent partager ça. Van leur offre même un gâteau fait avec le lait de leurs vaches. Il leur dit que la vie va s'améliorer, le village devenant une ville puis une cité. Humains et sirènes se mélangent au nouveau. Van est fier du chemin parcouru. Espada le félicite puis dit aussitôt qu'il est temps de reprendre les études. Van panique, mais avant qu'Espada ne l'entraîne, Orto arrive avec une mauvaise nouvelle. Ils ont trouvé l'entrée du donjon. Van ne comprend pas pourquoi l'ignorer, mais Espada dit que la loi exige de le signaler au roi. Van réalise que cela attirera Aventurier attention et peut-être son père avant que la ville soit prête. Il dit à Zara l'éclaireur d'aller à la capitale pour le signaler. Orto et Pluriel sont envoyés enquêter autour du donjon. En récompense, Van donne à Zara une épée en mithril. Sur la route, Zara trouve une calèche attaquée par des orques. Confiant en son arme, il charge et abat les monstres avec facilité. Après, une fille nommée Flammeria le remercie de l'avoir sauvé. Elle explique que son père baron est mort au combat, leur terre prise, et elle va à la capitale chercher du travail. Zara lui dit qu'elle est libre de choisir sa voie et l'invite à venir dans la ville de Van, où elle trouvera sa place. Il promet de la protéger et Flammeria accepte. Van dit à Espada de construire un campement séparé pour les aventuriers qui viendront à cause du donjon. Espada est d'accord, il faut un gouverneur. Van le nomme aussitôt. Espada suggère de former des ordres de chevaliers pour la sécurité. Van crée l'ordre Setos II pour protéger la ville et l'ordre Aspartante pour le campement des aventuriers. Van construit un avant-poste d'aventuriers hors du village. Dee et les villageois collectent des matériaux. Van suggère à Dee de recruter des villageois dans son ordre, mais il découvre qu'Espada a déjà agi et recruté tous les adultes valides dans sa pain. Propre unité. Van est agacé que le vieux majordome l'ait encore devancé. À ce moment, Calm rapporte que Zara est revenue de la capitale avec quelqu'un. Zara dit joyeusement à Van qu'il a signalé la découverte du donjon. Van remarque la femme et Zara explique qu'elle n'avait nulle part où aller, alors il l'a ramenée. La femme se présente comme Flammeria. Elle dit que Zara l'a sauvé des orques près de la capitale et le loue comme un héros. Van remarque l'ambiance romantique et est heureux qu'au moins une personne autour de lui ait trouvé l'amour. Soudain, un groupe d'aventuriers à l'air rude arrive. Van panique pensant à des bandits, mais Zara lui dit de se détendre. Ce sont des aventuriers excités venus après avoir entendu parler du donjon. Quand le groupe arrive, ils disent à Van et aux autres de rentrer car la zone est dangereuse. Van pense à des fauteurs de troubles, mais Calm souligne qu'ils ont juste du mal à exprimer leur inquiétude. Ils ont l'air effrayants, mais ils sont en fait inquiets. Flammeria dit qu'ils ont l'air intimidants, ce qui les blesse. Ils insistent que les enfants ne devraient pas être dehors dans un endroit dangereux. Van explique que le village est proche, ils sont en sécurité. Les aventuriers remarquent les murs géants, incrédules qu'un village si isolé ait de telles défenses. Au lieu d'expliquer, Van utilise des blocs de bois pour créer une clôture temporaire. Les aventuriers sont stupéfaits par sa magie. Dee arrive avec des matériaux et appelle Van. Tous sont incrédules que le célèbre Van Fersio ne soit qu'un enfant. Quand l'un d'eux le traite de morveux, Dee se fâche et tranche l'épée de l'homme sans effort. Dès ce jour, les aventuriers craignent et respectent Dee. Mais quand Dee n'est pas là, ils encerclent Van et lui demandent comment un enfant gère une si grande colonie. Quelques jours plus tard, Orto et son groupe reviennent de l'exploration du donjon. Ils sont surpris de voir tant d'aventuriers en ville. Avant que Van ne demande leur découverte, Zara passe avec Flammeria. Tous sont choqués que Zara soit le premier du groupe à avoir une petite amie. Van offre de construire une maison au couple, ce qui fait regretter à Orto d'avoir envoyé Zara seule à la capitale. Van l'ignore et demande à Pluriel leur découverte. Elle explique que l'entrée du donjon n'a pas de monstre, mais est dans un canyon difficile. La zone n'est pas bonne pour de grands bâtiments à moins que Van n'y aille. Van comprend, mais n'a aucune envie de quitter sa vie confortable en ville juste pour construire près d'un donjon. Il essaie d'éviter cela en disant qu'il est encore un enfant et a un couvre-feu. Pluriel dit qu'ils peuvent obtenir la permission d'Espada et le protéger. Van fait alors plusieurs demandes agaçantes, espérant qu'elle abandonne. Il veut des desserts, une sieste et la permission d'amener Chill, Calm et Art. Il dit aussi que Dee et Nespada ne peuvent pas venir, car ils sont nécessaires au développement de la ville. Il faudra donc de nombreux accompagnateurs. Van pense la demande impossible, mais Pluriel accepte et dit qu'ils partent demain. Van est choqué en la voyant partir et dit à Orto d'arrêter de bouder et de rassembler des gardes.
Le lendemain, Van roule en calèche vers le donjon, toujours mécontent du voyage. Calm se sent encore plus mal car il a le mal des transports et semble prêt à blâmer Van pour toujours. En chemin, un énorme troll apparaît, mais les aventuriers bruyants se précipitent et le battent rapidement. Van est impressionné par leur force, mais agacé par leur bruit. Har profite du paysage avec Till à ses côtés, ce qui réjouit Van. Bientôt, Ortho dit qu'ils sont presque au donjon. Donjon. Van regarde dehors et panique en voyant un canyon profond avec seulement 2 rondins de bois servant de pont. Un aventurier s'y équilibre nonchalamment comme si de rien n'était. Van arrête immédiatement tout le monde et leur fait une leçon de sécurité. Il explique que même les personnes habiles peuvent mourir d'une erreur d'inattention si le rondin roule, se brise ou glisse. Les aventuriers ne comprennent pas entièrement, et Zara danse même sur les rondins. Van dit que s'il donne un coup de pied au rondin, Zara tomberait, ce qui le fait enfin peur. Au lieu de faire confiance au rondin, Van utilise son pouvoir pour construire un pont solide à travers le canyon. Une fois arrivé à l'entrée du donjon, Van demande aux aventuriers quel bâtiment ils veulent là. Leurs réponses sont ridicules, y compris un casino et un parc d'attractions, alors Van regrette d'avoir demandé. Ils décident de construire ce dont ils ont réellement besoin. D'abord, il crée une solide porte en acier pour empêcher les monstres de quitter le donjon. Puis il construit une grande auberge pour aventuriers avec des zones de stockage et de repos au premier étage, une cafétéria au deuxième et des chambres au troisième. Il ajoute aussi un balcon et des citernes pour recueillir l'eau de pluie pour le lavage et le nettoyage. Les aventuriers sont émerveillés par le côté pratique de tout. Van demande à Ortho de gérer l'endroit, car il ne veut pas s'occuper d'une foule d'aventuriers chaotiques. Quand le soleil commence à se coucher, Van presse tout le monde de rentrer avant qu'Espada ne le gronde. Avant de partir, Hart trouve un cristal lumineux. Van est choqué car c'est du mithril pur et il félicite sa découverte. À leur retour, Espada les attend avec un sourire terrifiant. Van sait instantanément qu'il est condamné. Il tente de faire en sorte que Till, Calm, Hart et Ortho l'aident, mais Espada ignore toutes les excuses et le traîne à l'intérieur pour lui faire la morale. Plus tard, Van se promène en ville avec Hart. Elle dit que le village a complètement changé grâce à lui et que tout le monde doit se sentir heureux d'y vivre. Van lui demande comment elle se sent et si elle veut rester. Hart devient timide et admet accidentellement qu'elle veut être fiancée avec lui. Van se fige. Quand elle devient gênée, il dit qu'il fera semblant de ne pas l'avoir entendu, bien qu'il soit clairement heureux. Quelques jours plus tard, Belle et Rango reviennent. Ils disent à Van qu'ils ont réussi à créer leur compagnie de commerce grâce à lui et apportent le paiement pour les matériaux de dragon. Van donne nonchalamment l'énorme somme d'argent à Till, qui panique car elle n'en a jamais tenu autant. Van demande si Mira est revenue avec eux. Les frères expliquent qu'elle est allée parler au comte Fernando après les avoir recommandés à la guilde marchande. Ils disent aussi que Mira pense qu'être près de Van sera plus excitant et profitable que de rester avec le comte. Van s'enthousiasme, mais les frères précisent qu'elle compte acquérir des terres près du territoire de Van, pas emménager directement dans sa ville. Ensuite, ils montrent à Van un objet spécial, une arbalète à répétition qui peut tirer 10 flèches d'affilée. Van est ravi car c'est exactement ce dont il a besoin pour sa prochaine amélioration de baliste. Il le ramène immédiatement chez lui et étudie sa conception. Har remarque qu'il semble plus heureux de l'arbalète que des pièces de platine. Van admet que c'est vrai. Après avoir étudié le mécanisme, il tente d'en fabriquer une en nanomatériaux, mais elle ne tire pas correctement. Har dit que même lui échoue parfois puis panique car elle pense l'avoir offensé. Van rit et dit qu'il échoue tout le temps. Il lui dit qu'à part la magie de production, il n'est pas spécial. Har n'est pas d'accord, disant qu'il est intelligent, éduqué et habile à l'épée. Elle sent qu'elle n'a rien de tel. Van dit que ses capacités viennent d'un entraînement rigoureux sous Espada et Dei, et qu'elle pourrait s'entraîner aussi. Puis il l'interroge sur sa magie. Har devient nerveuse, mais avec le soutien de Till, elle révèle qu'elle a la magie de marionnette, que les nobles détestent presque autant que la magie de production. Van refuse de la laisser avoir honte. Il dit que sa magie semble incroyable et demande à la voir. Hart hésite, alors Van lui fabrique une poupée. Elle utilise son pouvoir pour la faire danser et Van est stupéfait. Il lui dit que cette capacité a un énorme potentiel. Il suggère de faire plus de poupées et de laisser Hart se produire pour les villageois. Hart est effrayé, les gens la rejetteront, mais Van lui rappelle que les gens se sont aussi moqués de sa magie de production. Son propre père l'a traité d'inutile, pourtant cette même magie a aidé toute une ville. Hart décide de lui faire confiance et d'essayer. Cette nuit-là, Van rassemble tout le monde sur une scène sur la place du village. Il annonce qu'Hart se produira en utilisant sa magie. De la dextérité de l'opérateur apparut un mécanisme autonome aux dimensions imposantes. Néanmoins, quelques penseurs subtils, qui connaissent bien les ressorts de l'amfiction, se remémorant leurs bons moments, Hart fait danser la marionnette. La foule se stupéfaite. À la fin du spectacle, ils éclatent en applaudissements. Hart n'en croit pas ses oreilles, on loue sa magie. Elle sert Van, pleure en le remerciant. Le lendemain, Calm entre en trombe. Un carrosse royal est à la porte. Van sort et trouve une caravane entière avec Mira. Hart salue Mira joyeusement et Mira est surprise de sa confiance. Van explique qu'Hart devait juste voir sa propre valeur. Mira dit avant de s'agenouiller, le roi Dino est là. Le roi déclare officiellement Van noble, il doit servir le pays. Une équipe officielle enquêtera sur le donjon de son territoire.
Le roi s'enquiert du dragon de la forêt. Son conseiller Espada dit qu'il est venu vérifier. Van promet de répondre honnêtement, mais demande au roi de garder l'esprit ouvert, car la vérité peut paraître incroyable. Van fait visiter la ville au roi, montrant murs, tranchées et balistes. Espada dit qu'elles sont utiles mais difficiles à gérer. Van propose une démonstration. Calme en tire une dans la forêt, énorme explosion. Le roi et Espada sont choqués, sa puissance est proche d'un archimage. Il demande aussi pour les murs en étoile. Van explique que la forme permet d'attaquer de plusieurs côtés. Espada réalise à quel point c'est terrifiant combiné aux balises de Van. Le roi demande si Van a fabriqué les armes lui-même. Van dit oui, le roi le prévient de ne pas mentir, mais Mera soutient Van, il a des choses plus choquantes. Il traverse la ville, les villageois saluent Van ignorant le roi. Espada est choqué par la façon naturelle dont Van parle à son peuple. Il croise les aventuriers et le roi est surpris. Van est amical aussi. Au lac, le roi est stupéfait, il est plein de sirènes. Van demande à Espada de créer un mur de terre, le touche et le transforme en terre renforcée. Le roi n'en croit pas ses yeux. La chef des sirènes salue le roi et lui offre une pierre rouge brillante. Mera et Espada le reconnaissent de l'orocalcum, un métal rare, le métal des dieux. Pendant qu'ils discutent de sa valeur, Van le transforme en épée. Quand le roi le remarque, Van essaie de le cacher. Le roi demande si Van peut aussi fabriquer des épées. Van essaie d'éviter de répondre, mais Mera lui dit d'être honnête. Le roi promet de le récompenser. Van demande la permission permanente de rester dans sa ville quoi qu'il arrive. Le roi demande pourquoi Van veut rester dans un endroit si reculé au lieu d'aller à la capitale. Van dit qu'il doit protéger son peuple et son foyer. Le roi ayant promis, il accepte. Le roi veut inspecter le donjon, mais Van dit que ça prendrait trop de temps et qu'il faudrait le faire un autre jour. Le roi n'apprécie pas le laisser-aller de Van, mais avant qu'il ne puisse discuter, des villageois accourent en criant à l'attaque d'un dragon. Van ordonne à tous de se rendre aux balistes et demande à Mera de l'aider. Une énorme créature volante apparaît, mais Mera dit que c'est une wyverne, pas un dragon. Espada remarque un mage en robe la chevauchant et comprend que ce n'est pas un monstre sauvage, c'est une attaque ennemie. Le roi soupçonne le royaume de Yelaneton et avertit Van que d'autres ennemis sont peut-être proches. Van voit que la wyverne est hors de portée des balistes normales, alors il décide d'utiliser son prototype anti-aérien inachevé. Pendant ce temps, le prince Unimog de Yelaneton approche avec ses chevaliers. Il est en colère d'avoir été envoyé attaquer un village isolé, mais ses hommes le flattent en disant que cet endroit deviendra leur point d'ancrage, en Scuderia. Quand ils arrivent et voient une forteresse au lieu d'un village, les chevaliers paniquent. Unimog refuse de croire que c'est réel et le qualifie de faux. Il ordonne à ses hommes d'enfoncer la porte avec un bélier, mais il l'égratigne à peine. Puis Van apparaît sur le mur et se présente comme le seigneur. Il devine qu'ils viennent de Yelaneton et Unimog le confirme accidentellement. Le prince ordonne à la wyverne d'attaquer. Van fait signe à Mera et il tire le prototype. Le projectile vole au-dessus de la wyverne et explose, dispersant des lames tranchantes qui la déchirent. La wyverne s'écrase. Van explique qu'il a fabriqué une bombe remplie de lames légères pour faire face aux ennemis volants. Le roi et Espada arrivent pour inspecter le résultat. Unimog reconnaît le roi et panique. Van demande s'il veut toujours se battre, et la plupart des chevaliers ennemis se rendent immédiatement. Unimog continue de résister jusqu'à ce que Mera lui lance un carreau de baliste entre les jambes, le forçant à abandonner. Le monarque grandement ébloui discernait en Van des aptitudes intellectuelles d'une perspicacité exceptionnelle. Espada dévoila ensuite que le géniteur devant... Espada essaie de parler calmement, mais quand le prince refuse, Mera le menace jusqu'à ce qu'il parle. Il révèle que Yelaneton a planifié une invasion de la Scuderia depuis des années. Ce village n'était que le point de départ, tandis que l'armée principale attaque déjà Scudé. Le roi décide de rentrer et de diriger la défense. Il demande à Van de rejoindre la bataille. Van ne veut pas partir, car sa ville est encore en développement, mais Mera lui rappelle qu'aider le royaume est le devoir d'un noble. Van valide la proposition, mais il tient absolument à former ses compagnons en personne. Il choisit Espada pour administrer les lieux en son absence. Ils refusent tous deux d'être laissés derrière. Orto et son groupe proposent aussi de protéger Van, et il engage plus d'aventuriers comme garde. Il choisit Zara comme éclaireur en raison de sa vitesse. Mera révèle son projet d'informer le seigneur Ferdinando et de rallier ses défenseurs. Art suggère d'utiliser l'automate forgé d'un métal précieux que Van. Néanmoins, une observation cruciale s'impose, ce qu'ils désirent vraiment n'est pas la notoriété. Leur aspiration fondamentale est de subsister, de retrouver leur log. Son conseiller principal suggère de faire appel à Van, dont le domaine se trouve non loin de Skewedit. Néanmoins, Jalpa rejette la voie méridionale, fait face à de graves obstacles. Des essaims aériens harcèlent les défenseurs. Une profonde détresse s'empare de Jalpa. Mais la révélation de ses pouvoirs arcaniques laissait Van dans un état d'émerveillement profond. Orto fit savoir que la métropole de Skewedit avait cédé face. Van s'arrange pour détourner l'attention des observateurs, permettant ainsi à ses compagnons de s'éloigner en toute tranquillité. Art s'élance avec dynamisme vers les... Cal met en œuvre son dispositif le plus efficace pour ralentir la progression de plusieurs adversaires. Di, avec ses fidèles partenaires, se mesure à leurs opposants. Il leur rappelle que rester en vie est plus important que gagner.
Une victoire ne vaut rien si quelqu'un meurt. Plus tard, Jalpa revient, secoué après avoir survécu à l'attaque. Son fils aîné Mercia arrive et Jalpa lui crie dessus, mais le roi dit à Jalpa d'arrêter de s'en prendre à lui. Jalpa rapporte que Skewedit est tombé à cause des Wyverns. Le roi dit que le groupe de Van a peut-être fait fuir les Wyverns. Jalpa refuse d'y croire, et Spada explique que Van a construit une forteresse et vaincu un dragon. Jalpa répète que c'est impossible, Van n'ayant pas de magie élémentaire, mais Espada le coupe. Le roi remarque la réaction de Mercia et lui demande s'il est jaloux que Van soit devenu baron. Mercia pleure et dit être fier de son petit frère. Cette nuit-là, Van et son groupe se reposent dans la forêt. Day demande leur prochaine étape. Van veut rentrer car il estime en avoir fait assez, mais laisser Skewedit occupé est dangereux. Hart avoue avoir peur de la guerre, des innocents y souffrent. Van est d'accord, mais veut juste en faire assez pour son devoir. Il a une idée, créer des catapultes pour l'armée, puis rentrer. Il en fabrique une, mais les autres disent que la déplacer sera difficile. Van réfléchit et dit qu'il peut les construire sur place. Il convoque une réunion stratégique le lendemain. Le matin, Van regrette la confiance qu'il avait la veille. Son plan semble génial en théorie, mais il doit livrer lui-même les armes, ce qui signifie retourner près du champ de bataille. Van se plaint, mais ses gens restent confiants que son invention peut changer le cours de la guerre. Bientôt, ils atteignent la ville la plus proche de Skewedit. Au premier abord, tout semble normal, mais il y a des soldats partout. Dee explique qu'après avoir perdu Skewedit, leur armée utilise cette ville comme base temporaire pour récupérer et préparer une contre-attaque. Avant que Van n'avance, des chevaliers familiers lui barrent la route. Leur chef est son père, Jalpa, qu'il regarde avec un froid dégoût. Van le salue, mais Jalpa demande aussitôt si la rumeur est vraie. Van est devenu baron après avoir vaincu un dragon. Van confirme et dit que ce n'était qu'un dragon des forêts, mais même ce nom suffit à effrayer les chevaliers autour d'eux. Jalpa refuse de le croire, affirmant que même un puissant mage élémentaire comme lui ne pourrait vaincre un tel monstre seul. Van explique qu'il a utilisé ses balistes, mais Jalpa s'énerve, trouvant l'idée impossible. Van sait déjà que discuter avec son père ne mènera à rien. Heureusement, Mira arrive et dit à Van que le roi l'attend, impatient de voir ses nouvelles armes. Van a une idée et demande à Jalpa s'il veut voir la baliste. Mira le soutient et dit qu'elle peut montrer à Jalpa celle qu'elle a apportée. Mais Van dit que ce modèle est dépassé car il a déjà amélioré le design. Jalpa les regarde, incrédule, tandis que Van et Mira discutent d'armes comme des partenaires. Puis ils partent rencontrer le roi. Van remarque que les gardes du roi sont incroyablement forts. Mira mentionne que ce sont des combattants d'élite. Puis pour provoquer, elle dit que Van pourrait les battre avec son équipement. Les gardes n'apprécient pas et Van est gêné. À la réunion, le roi Dino rassemble les nobles pour discuter de la reconquête de Skudai. Van remarque le comte Ferdinando, le père d'Art, et se sent mal à l'aise. Aperta explique que Yelaneta a conquis Skudai si vite grâce à son escadron de Wyverns et à d'étranges armes explosives. Noires. Van réalise qu'ils utilisent des bombes, et si on ne s'en occupe pas, le royaume n'a aucune chance. Aperta demande à Van s'il a un plan. Van répond que la solution est simple, détruire les Wyverns avant qu'ils ne lâchent leurs bombes. Certains nobles se moquent de lui, le trouvant enfantin, mais le roi et Aperta le prennent au sérieux. Le roi Dino demande à Van de diriger l'opération au front. Van refuse immédiatement, choquant tout le monde. Les nobles sont furieux qu'il rejette le roi, mais Van explique qu'il n'est pas un combattant de première ligne. Il est un soutien et surtout, il ne veut pas être blessé. Les nobles le traitent d'égoïste et reprochent à Jalpa d'avoir élevé un lâche. Jalpa s'emporte contre Van, disant qu'il n'est que le seigneur d'un petit village et ne devrait pas parler si audacieusement. Van répond qu'aucun d'eux ne comprend ce que c'est de défendre un village faible sans soutien. Le roi dit à Van de continuer. Van explique qu'il a tout dépensé pour protéger son village après avoir été abandonné par sa famille. Même s'il l'a renforcé, le village est petit et pourrait être attaqué à nouveau par Yeleneta. Aperta confirme que l'ennemi a déjà ciblé le village de Van, donc son inquiétude est raisonnable. Van dit qu'il veut toujours aider mais de l'arrière. Il propose de fournir des balistes et des catapultes à l'armée en échange de pouvoir retourner à son village après. Le roi accepte. Doutant que Van puisse construire assez d'armes à temps, Van emmène tout le monde dehors et crée une baliste et une catapulte devant eux. Les nobles sont stupéfaits. Jalpa les qualifie froidement d'armes factices inutiles et s'en va, mais les autres restent regardés. Van explique que la catapulte est conçue pour lancer des shurikens explosifs afin d'abattre les wyverns. Le roi demande si ça marchera. Van répond que oui, à moins que l'ennemi n'ait une autre surprise. Plus tard, Till arrive avec Hart. Hart se fige en voyant son père. Elle demande nerveusement comment vont les choses à la maison, mais le comte Fernando répond à peine, disant qu'il est trop occupé par les préparatifs de guerre. Il part sans la réconforter et Hart est visiblement secoué. Van le remarque et demande à Till de la ramener pour qu'elle puisse se reposer. Cette nuit-là, Van planifie la bataille avec ses amis. Il confie l'artillerie à Calme, tandis que Dee et Orto acceptent de protéger les armes. Mera dit que cette bataille décidera de tout. Yelaneta ayant pris une forteresse imprenable avec bombes et wyverns, elle pense que la magie ancienne perd du terrain face à la technologie. Day demande si Yelaneta a la plus forte armée. Mera répond que les armes de Van pourraient tout changer. Le lendemain, l'armée scudérienne avance vers Skudai.
Van reste à l'arrière, s'observe et donne des ordres. Le général de Yelaneta voit Scuderia attaquer de plusieurs côtés, pensant qu'ils affaiblissent les défenses. Il ordonne aux archers de tirer, mais Van est prêt. Il donne l'ordre. Ses soldats lèvent les boucliers de Van. Les flèches rebondissent. Le général ennemi est choqué par leur solidité. Malgré le bois spécial de Van, l'ennemi envoie des mages détruire les boucliers. Leurs attaques repoussent le groupe de Dez, mais Deiji de tenir, l'aide arrive. À ce moment, une énorme attaque de feu frappe la porte. L'ennemi réalise trop tard que le groupe de Dez n'était qu'une diversion. Jalpa et les mages concentrent leur pouvoir sur la porte. Puis, avec Ferdinando, ils unissent leurs attaques et la font exploser. L'armée scudérienne se précipite, déclenchant une bataille brutale en ville. Les soldats d'élite de Yelaneta sont coriaces. Mais Mera charge et repousse les ennemis, permettant au groupe de Ji d'avancer. Ailleurs, Jalpa lutte contre les chevaliers ennemis jusqu'à ce qu'Orto et son équipe l'aident. Les aventuriers Mohawks sèment le chaos. Jalpa est choqué de voir que ses combattants sont les gens de Van. Voyant la bataille tourner, le général de Yelaneta envoie sa force la plus puissante, l'escadron de Wyverns. Plusieurs Wyverns s'élèvent comme Van l'avait prévu. Van ordonne à Calm de tirer. Calm commande les catapultes qui lancent des projectiles explosifs de shuriken. Les projectiles éclatent, déchirent les Wyverns et les font s'écraser. L'armée scudérienne acclame la destruction de l'arme ennemie. Un Wyvern survit et attaque les soldats. Orto et Zara l'immobilisent, leurs armes ne pouvant percer sa peau. Les balistes ont un tir clair. Après plusieurs carreaux, Mera l'achève d'une explosion puis lui coupe la tête. L'escadron de Weavers s'anéantit, Mera dit que le plus dur est passé. Jalpa et Ferdinando ont du mal à croire la puissance de Van, après l'avoir sous-estimé. Le général de Yelaneta tente de fuir, mais Orto et Zara le bloquent, le forçant à se rendre. Après la bataille, Jalpa part sans voir Van. Mercia demande s'il part sans lui parler. Jalpa admet s'être trompé sur Van mais ne peut lui faire face. Van se réjouit en compagnie de ses alliés. Ses compagnons lui attribuent les lauriers de la réussite, mais Van soutient n'avoir fait que orchestrer les Madi. Mera le menace aussitôt. Le général cède et révèle que Yelaneta prévoyait d'attaquer 3 points. Le village de Van Escudé en était 2. La troisième cible est le comté de Ferdinando. Hart est terrifiée. Elle demande aussitôt à Van de l'y laisser aller. Van dit qu'il l'accompagnera, mais Hart refuse. Elle dit que c'est le problème de sa famille et qu'elle ne peut pas tout lui laisser. Van est surpris, il ne l'a jamais vu si ferme. Mira et Ji expliquent que si Van sauvait personnellement le comté de Ferdinando, cela nuirait à la position du comte et créerait des problèmes politiques. Van comprend qu'il ne peut pas intervenir directement. Il propose d'envoyer une protection avec Hart. Orto et son groupe se portent volontaires pour l'escorter. Les aventuriers ne causant pas de problèmes politiques, Van accepte et leur demande de protéger Hart. Hart part pour le comté de Ferdinando avec eux. Mais en voyant sa patrie détruite par la guerre, son courage s'évapore. Elle s'inquiète pour sa mère et court, paniquée. Puis des Wyverns apparaissent et bombardent la ville. Hart se fige. Orto lui dit que s'ils agissent, ils peuvent encore changer le cours des choses. Hart dit que la maison Ferdinando doit repousser l'ennemi. Elle réfléchit puis décide de prendre le commandement elle-même. Au manoir Ferdinando, Sharon, la mère d'Hart, observe la destruction avec sa fille aînée. Elle sait qu'elles peuvent tout perdre. Sa fille pleure, mais Sharon lui dit de ne pas craquer. À ce moment, Sharon se souvient d'Hart, la fille rejetée. Dehors, le commandant Yelaneta croit la victoire assurée. Puis, un de leurs Wyverns tombe soudainement du ciel. On rapporte qu'un chevalier d'argent détruit les Wyverns, mais personne ne sait que c'est la marionnette de Mithrildath. À distance, Hart la contrôle avec sa magie, abattant les Wyverns par des mouvements précis. Les soldats ennemis sont confus, ne comprenant pas comment une chose si rapide et puissante les attaque. En voyant le drapeau de la maison Ferdinando sur la colline, le commandant pense que des renforts sont arrivés et ordonne l'attaque. Hart tremble, car elle n'a pas l'habitude de diriger. Elle refuse de fuir. Elle demande de l'aide à Orto et aux aventuriers, puis court vers la ligne de front. Elle contrôle la marionnette de Mithril. La marionnette est si rapide que l'ennemi la suit à peine. Orto et les autres la rejoignent, taillant les soldats Yelaneta avec les armes de Van. Zara est encerclée, mais Hart envoie la marionnette le protéger. Même sans un bras, elle continue de se battre, terrifiant les soldats qui croient qu'elle est à l'intérieur. Hart utilise leur confusion pour les anéantir. Après un long combat, il contrôle la zone, mais Pluriel prévient que ce n'est pas fini. Une cinquantaine de Wyverns apparaissent, contrôlés par des mages. Le commandant ennemi avait préparé des renforts. Il ordonne aux Wyverns de détruire le chevalier d'argent. Hart riposte, abattant la première vague. Mais il y en a trop. Une seconde marionnette apparaît, choquant tout le monde. Hart en contrôle 2 à la fois. Son mana s'épuise mais elle refuse d'arrêter. Elle se souvenait avoir honte de sa magie, les nobles détestant les marionnettes. Elle avait juré de ne plus l'utiliser en public. Mais Van a tout changé. Il l'a aidé à croire que son pouvoir pouvait rendre les gens heureux. Forte de cette confiance, Hart se surpasse. Ses 2 marionnettes de Mithril déchirent les Wyverns. Le commandant Yelaneta ordonne sans cesse des attaques, mais Hart ne recule pas. Elle se bat pour protéger ceux qui lui sont chers. Finalement, le dernier Wyvern tombe. Les soldats ennemis perdent tout espoir et s'enfuient. Orto lève son épée et déclare la victoire. Les aventuriers célèbrent leur victoire sans perte.
Art regarde ses marionnettes endommagées et les remercie d'avoir protégé sa maison. L'une a perdu un bras, elle s'excuse de l'avoir tant sollicité. Au manoir, Sharon et sa famille apprennent que la ville fut sauvée par 2 marionnettes d'une fille aux cheveux blancs. Sharon comprend que c'était Art et fond en larmes. Le comte Ferdinando admet la situation douloureuse et ironique vu comment ils l'ont traité. Zara demande à Art si elle veut voir ses parents avant de partir. Art refuse, disant que rentrer chez elle ne ferait que causer des problèmes. Pluriel et Orto lui rappellent qu'elle a sauvé la ville, mais Tar dit que sa mère a toujours détesté sa magie. Elle choisit de retourner à Seto, où Van l'attend. Quand Art revient, Van l'accueille. Elle dit ne pas avoir été assez bonne, ne pouvant commander avec confiance comme lui. Van lui dit qu'elle a été formidable. Son manque de confiance est normal, mais sa maîtrise des marionnettes est incroyable. Art doute encore, alors Van lui rappelle que Mira a dit qu'elle a beaucoup changé. Art répond que c'est simple parce que Van a été gentil. Van sourit et lui répète qu'elle a bien fait. En entendant ces mots, Art pleure, mais cette fois elle sourit. Seto continue de grandir avec l'aide de tous. Van utilise la magie de production pour construire de nouvelles boutiques et une auberge moderne au centre-ville. Il marche avec Art et lui montre les nouveaux bâtiments. Elle les trouve magnifiques, et Van explique vouloir que tous vivent confortablement. Till et Thompson parlent fièrement de ce que Van a fait. Le village autrefois pauvre est devenu une ville animée et accueillante. La boutique de Belle et Rango marche bien, vendant des produits de la capitale. Les aventuriers bruyants sont toujours là, mais ils aident aussi, portant les aînés. Seto accueille toutes sortes de gens, âges, races, métiers et personnalités. Tous s'entendent. Pour célébrer, Van organise un grand festin où chacun peut manger, boire et se détendre. Zara savoure la nourriture avec Flamria, Orto se plaint qu'on lui a volé sa viande. Mère boit comme une championne, les chevaliers la regardent. Van observe tout le monde s'amuser et pense au chemin parcouru. Né noble, rejeté pour sa magie de production, il fut envoyé dans un village pauvre et reculé. Mais il a rencontré des gens incroyables et a construit un foyer qui lui tient à cœur. Cet exil est devenu la meilleure chose qui lui soit arrivée. Rempli de gratitude, Van remercie tout le monde. Espada gâche le moment en lui rappelant l'heure des leçons. Van panique aussitôt. Da apparaît excité de reprendre l'épée, disant que Van doit devenir le plus grand épéiste du royaume. Espada soutient qu'il devrait être le plus grand érudit. Van ne veut rien de tout ça, il crie de frustration et s'enfuit. Espada et Da le poursuivent à travers la fête. Tout le monde rit et l'encourage. Il sourit disant que la ville est animée. Zara lui dit de courir plus vite tout en mangeant. Pluriel, Orto, Mira et Art l'encouragent. En courant, Van observe la ville qu'il a bâtie. Il se souvient du village en ruine, des lézards blindés, du dragon vaincu, des amis rencontrés et d'un lieu où chacun a sa place. Cette pensée le remplit d'enthousiasme. Van s'arrête, se tourne vers tous et décide qu'il avancera à son rythme, faisant de Seto un lieu plus amusant et paisible. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante, à la prochaine.